Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Bonjour, la Fondation Jean Jaurès et son observatoire de l'Afrique subsaharienne organisent cette rencontre, cette visioconférence avec trois de ses membres. Pierre Jacquemot, donc universitaire, diplomate, ancien ambassadeur, notamment au Kenya, au Ghana et en République démocratique du Congo. Et Pierre est enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris. Stéphane Gompertz, également diplomate, ancien ambassadeur en Autriche et en Éthiopie, et ancien directeur Afrique et Océan Indien au MAE, au ministère des Affaires étrangères. Moustapha Gallo, qui est donc doctorant et chercheur au groupe de recherche en économie théorique et appliquée à l'Université de Bordeaux. Anaëlle Guillen-Meyer, qui était notamment en poste à l'ambassade de France à Addis Abeba, devait participer à cette rencontre, mais pour différentes raisons, elle n'a pas pu participer à cette rencontre. L'objet donc de cette visioconférence est de parler ensemble de différentes élections qui ont eu lieu en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest et centrale en 2020 et surtout fin 2020, Burkina Faso, Ghana, Côte d'Ivoire, République centrafricaine, Guinée, et j'en oublie. Donc de faire un bilan global de l'ensemble de ces élections et leur différenciation, et aussi de tirer des conclusions de ces différentes élections et de faire un peu de prospective et aussi de tirer un bilan sur où on est aujourd'hui la démocratie dans ces pays africains. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Pierre. Merci. Les élections en Afrique ont toujours suscité, depuis une trentaine d'années, une très grande attente de la part des populations. L'élection est devenue un fait politique majeur depuis les années 90. Souvenez-vous, depuis la création en fait de mécanismes multipartis gagnés à l'occasion des conférences nationales qui seront tenues depuis le Bénin autour des années 90. Donc c'est un moment crucial de la vie politique de ces États. Or, ce qu'on peut observer, on compte à peu près 600 élections qui seront tenues ces 30 dernières années. Ça veut dire qu'on a une cadence de 15 à 20 élections chaque année. C'est quand même très, très important. Le seul pays où on ne vote pas, c'est l'Érythrée. Autrement, sur l'ensemble des pays membres de l'Union africaine, y compris le Maghreb, donc on vote. Mais ce qu'on peut observer globalement, c'est un essoufflement de la démocratie élective, voire un épuisement des ressources que peut apporter l'élection en termes de démocratie. Alors, pour illustrer ce que je dis, j'ai essayé d'établir sur la base des élections récentes, celles qui sont tenues en 2020 et au début de 2021, une typologie. Alors, je mets de côté, alors pour moi, une bonne élection, c'est celle qui rend possible l'alternance, c'est-à-dire l'échec du sortant. Je dis cette possibilité, c'est pas l'échec du sortant ne garantit pas nécessairement la démocratie, mais au moins cette possibilité qui est donnée à l'opposition de gagner l'élection présidentielle ou les législatives ou les municipales. Si on met de côté les alternances qui se sont faites en dehors des urnes, je pense au Mali, évidemment, où il y a une alternance au mois d'août de l'année dernière, qui a évincé Ibeka, ou l'alternance au Soudan, provoquée par l'insurrection populaire qui a mis de côté Omar el-Béchir. Si on met de côté ce cas, je vois trois situations. Une qu'on a un peu oubliée dans l'observatoire, c'est celui des pays où il y a eu de bonnes élections. Et le cas le plus remarquable, c'est certainement le Malawi, un pays qu'on ne regarde pas, mais en deux mots, l'élection présidentielle a été dénoncée par la Cour suprême. Un nouveau processus électoral a été mis en place l'année dernière. Et en juin dernier, l'opposant a gagné. Chakwera a battu le président sortant, Mutharika, en bonne et due forme. Donc là, on a une élection dans de bonnes conditions. Le cas des Seychelles, vous allez me dire, moins de 100 000 habitants, peut-être pas très significatif, mais là aussi, on a observé de bonnes élections
avec une alternance. Et je mettrai dans le même paquet le Ghana, les élections du mois de décembre dernier, où certes le sortant Nana Akufo-Addo a gagné, mais il se trouve que le Parlement est majoritairement dans l'opposition. Dans ce premier groupe, quelques caractéristiques. Les élections se font avec une assez grande fiabilité, le processus électoral, l'enrôlement, le déroulement des élections, le traitement des scrutins se fait dans de bonne qualité. En une situation de sécurité, il n'y a pas de problème dans les bureaux de vote. La participation est de plus de 75%. Voilà, donc on a un cas de figure qui est plutôt bonnes élections et je dirais démocratie mature. À l'opposé, on a des mauvaises élections. Alors je vais donner tout de suite les cas. C'est le cas de la Guinée en octobre dernier, le cas de la Côte d'Ivoire également en octobre, le cas de la Tanzanie en octobre, le cas de l'Ouganda. Et je suis inquiet en ce qui concerne le Tchad et le Congo-Brazza, de voir ces deux pays rentrer dans cette catégorie. Ça veut dire quoi? Quelles sont les particularités dans ce type d'élection? Eh bien, on a des troisièmes mandats ou plus. Guinée, Côte d'Ivoire, troisième mandat. Ouganda, sixième mandat. Tchad, ce sera le sixième mandat. Et le Congo, quatrième mandat. Donc, il y a un irrespect total des critères constitutionnels les plus fréquents. C'est discutable, hein, cette histoire de prolongation des mandats, mais en tout cas, il y a eu, on a tordu le cou à la Constitution. La deuxième chose que j'ai pu observer, qui est commun à tous ces pays, c'est que l'enrôlement du corps électoral se fait très mal. On se souvient qu'en Guinée, il y a eu 2 millions de voix qui sont baladées, il a fallu les réintroduire, puis ensuite on les a ressorties. On se souvient qu'il y a eu une grève de l'enrôlement en Côte d'Ivoire dans certaines régions du pays, un refus de participer. Le boycott de l'opposition est fréquent dans ce genre de cas. La violence est importante avant l'élection et pendant l'élection. Je vous incite d'ailleurs à lire la déclaration de l'épiscopat congolais qui s'inquiète des violences qui pourraient naître à l'occasion des prochaines élections au Congo et qui dit en gros une chose importante, c'est que l'élection est un facteur de violence. C'est quand même extrêmement grave par rapport à la conception occidentale de l'élection qui voudrait que l'élection produise plus de stabilité, de sécurité, voilà. Donc, violence avant et pendant élection et systématiquement contestation des résultats. Et puis, vous avez un troisième cas d'élection, c'est des élections dans des pays où règne l'insécurité physique des personnes, qui fait que la participation est entravée par le fait que des bureaux de vote sont fermés, ne sont pas ouverts, l'enrôlement n'est pas possible. Et dans ce cas-là, bon, c'est le cas du Burkina Faso qui a fait du mieux qu'il pouvait. Le Burkina a une tradition électorale depuis 20 ans qui est assez bonne, hein. Mais c'est le cas évidemment du Niger, dont le sort n'est pas encore décliné, puisqu'il y a un deuxième tour, mais l'élection s'est tenue dans une situation très, très difficile. Et évidemment la Centrafrique, où pratiquement 30% du corps électoral a pu voter. Donc là, on a une véritable situation critique où le processus électoral ne peut pas fonctionner faute de garanties accordées aux électeurs pour se rendre aux urnes, et évidemment avec toute une série de conséquences que ça peut avoir sur la représentativité, peut-être pas de Kaboré, mais incontestablement de Taoudera en ce qui concerne la Centrafrique. Alors, je termine cette typologie, donc des bonnes élections, démocratie mature, de mauvaises élections sur les critères que j'ai évoqués, et puis des situations d'insécurité qui sont graves dans certains cas. Ce que j'observe globalement sur l'ensemble de ces 15 dernières élections, c'est qu'il y a une fatigue du vote. Les jeunes ne votent pas, les femmes votent
de moins en moins. Ça, c'est un phénomène assez général. Ces deux catégories de la population constituent évidemment un point important dans le corps électoral ne votent pas. Deuxième chose, les alternances, comme je l'ai dit, sont très rares. J'ai cité les Seychelles et le Malawi, mais je suis en peine de trouver d'autres situations. Et je crains fort que les prochaines élections ne conduisent pas à des alternances, y compris au Bénin, où pour un deuxième mandat se présente notamment. Troisième observation, on élit des vieux. Alors, je n'ai rien contre les vieux, bien évidemment, parce que j'en fais partie. Mais quand je regarde l'âge de Ouattara, de Condé, plus de 80 ans, de Nana Akufo-Addo, de Museveni, si j'ajoute Omar Guelleh à Djibouti, 73 ans, Sassou Nguesso, 77 ans, je constate que il y a alors c'est pas le fait d'être vieux qui est pas bon, c'est d'avoir un décalage d'âge considérable par rapport à l'âge médian de la population. En gros, l'âge médian de la population, c'est 20 ans. C'est 19 ans au Cameroun. Et le président, il a plus de 75 ans, voire plus de 80 ans pour Paul Biya. Donc, je veux dire, ce décalage, en Europe, ce décalage est de 17 ans. Cet écart est de 17 ans. En Asie, il est de 30 ans. En Afrique, il est de 43 ans, voire 50 ans dans certains pays. La capacité du président, du chef de l'État à comprendre l'évolution de cette société est quand même entravée par cette décalage. Observation, systématiquement les résultats sont contestés. Même au Ghana, pays de l'alternance politique depuis Rawlins, même au Ghana, les résultats sont contestés par le perdant, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Tanzanie, Centrafrique, Ouganda, là, une contestation forte. Et ça tient au fait que, dans tous les cas, le gagnant prend tout. C'est winner takes all. Ça veut dire que il y a le système électoral tel qu'il fonctionne en Afrique est un système qui conforte un mécanisme néo-patrimonial au bénéfice du vainqueur, qui ensuite redistribue ses prébendes. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait le cas en RDC, cas que je connais peut-être le mieux pour avoir été en face. C'est vrai que Tshisekedi a réussi à recomposer, après son alliance électorale avec Kabila, à recomposer, et on voit en ce moment qu'il n'y parvient avec un certain talent, on ne lui connaissait pas. C'est vrai qu'il y a des cas où il peut y avoir une recomposition du corps électoral par vagabondage politique, pour reprendre l'expression chinoise, et achat des parlementaires. Faut pas trop. Mais en gros, le système est exclusif. Voilà. Donc il y a, pour moi, et je termine là-dessus si vous permettez, il y a un essoufflement de la démocratie électorale. Ça veut dire que les gens n'attendent plus grand-chose de ce mécanisme, en tout cas pas les jeunes ni les femmes. Et il y a une tendance à rechercher ailleurs, parce que ce besoin de démocratie est extrêmement fort. C'est l'objet de l'essai que nous avons publié à la Commission. Ce besoin de démocratie reste fort parmi les populations africaines, et il faut trouver à le satisfaire ailleurs, dans d'autres structures sur lesquelles on pourra peut-être dire un mot tout à l'heure. Voilà, en introduction, ce que je voulais vous dire, donc le fait de la situation actuelle. D'accord, merci Pierre. Stéphane, juste avant de te donner la parole, Stéphane, si tu me permets, je voulais parler de par le Ghana Malawi. Je pense qu'on peut mettre aussi le Cap-Vert dans au cas des alternances. Et en plus, celle qui pourrait devenir Premier ministre au Cap-Vert, c'est le Premier ministre qui vraiment détient le pouvoir, pourra être la leader du PICV, qui est une jeune Janira Almada qui a 42-43 ans. Enfin, je vais juste rajouter ça. Oui, tu as raison. Il y a des pays qui ont toujours été des bons élèves que je ne vais pas citer. Hein. C'est le cas de Maurice. C'est le cas de mes principes, qui sont des pays dont on ne parle jamais parce que les choses se passent plutôt bien. Le Cap-Vert, évidemment, a toujours été... Mais Cap-Vert, Maurice, sont-ils des illustrations de la situation africaine? Je n'en suis pas totalement certain. Mais tu as raison. Merci. Pierre, Stéphane, pardon.
Merci Alexandre, bonjour à tous. Je ne crois pas que j'ai grand-chose à ajouter au tableau très complet qu'a présenté Pierre. Je reprendrai quand même ce que tu as dit au début, je suis d'accord, c'est même si le tableau que nous traçons n'est pas forcément rose, le fait que les élections maintenant sont la norme est en soi une bonne chose. Tu as dit qu'il y avait un seul pays où il n'y avait pas d'élection, c'est l'Érythrée. Je me demande s'il y a des élections, mais là ma mémoire me fait défaut, dans l'ex-Swaziland, à Eswatini. Je ne suis pas sûr, mais corrigez-moi si j'ai une sottise. C'est pas non plus un État de taille comptable. Donc c'est vrai que le fait que les élections ont lieu, qu'elles ont lieu en général avec un contrôle à la fois interne et externe, avec des observateurs internationaux, en soi, c'est une bonne chose. C'est quand même un progrès qui reste acquis. Cela dit, la typologie que tu as tracée, Pierre, est malheureusement exacte. Il y a des pays, mais c'est pas la majorité, où les choses se passent bien, et il y en a d'autres où elles se passent nettement moins bien. Et je voudrais peut-être mettre l'accent sur outre ce que tu as dit, sur trois tendances qui paraissent un petit peu inquiétantes. La première, c'est une tendance dans des pays qui ont quand même une certaine tradition démocratique, même si elle est récente, tendance à marginaliser ou à réprimer l'opposition. La marginalisation de l'opposition, je pense à un pays comme le Bénin, par exemple, ou comme la Côte d'Ivoire, où, pour des raisons plus ou moins légitimes et fondées, les principaux opposants sont mis sur la touche. Au Bénin, par exemple, notre ami Lionel Zinsou a été mis sur la touche. Il ne peut plus se présenter parce qu'on lui a collé une procédure judiciaire sur le dos. Et c'est vrai aussi d'autres opposants comme Avaland. C'est vrai également en Côte d'Ivoire où Gbagbo actuellement, Guillaume Soro, on pense ce qu'on veut de Gbagbo et de Soro, c'est pas la question. Mais eux aussi, pour l'instant en tout cas, ne peuvent pas se présenter. Donc c'est, je dirais, la répression douce, parce que ces gens-là ne sont pas en prison, mais en fait on les empêche de se présenter, ce qui évidemment diminue la possibilité de l'alternance. Et puis malheureusement, il y a aussi les cas d'une répression plus violente. C'est ce qu'on a vu en Guinée, c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on a vu en Ouganda, où l'opposition a été empêchée de s'exprimer. Il y a eu beaucoup d'arrestations et malheureusement il y a eu des victimes. Donc ça c'est une tendance qui continue à se faire jour et qui est assez inquiétante. Le deuxième phénomène qui me paraît aussi assez inquiétant, alors ça c'est pas dans tous les pays mais ça apparaît dans certains d'entre eux, c'est le risque de polarisation, alors je vais dire ethnique, j'aime pas beaucoup le terme parce qu'il est assez équivoque, mais ethnique, régional ou communautaire. Je pense à un pays comme la Guinée. En Guinée, très clairement, une fois de plus, l'enjeu de l'élection a été l'opposition entre les Peuls et les non-Peuls, notamment les Malinké. Et donc Alpha Condé a joué sur la crainte de la domination Peul et Cellou Dalein Diallo a joué sur les aspirations de la communauté Peul à se faire finalement entendre. Il y a d'autres pays où c'est le cas, ça peut être le cas, je pense, à un pays qui est en train d'éclater, un pays qui m'est cher, qui est l'Éthiopie. Il doit y avoir des élections législatives en juin. Alors comme vous le savez, l'Éthiopie a un régime parlementaire, c'est-à-dire que c'est le président de la République, mais c'est actuellement une présidente de la République, d'ailleurs une femme remarquable, mais c'est le Premier ministre qui concentre les pouvoirs. Donc l'enjeu des élections du 3 juin, c'est de savoir qui détiendra, gardera ou prendra le pouvoir en Éthiopie. Et il y a un débat. Il y a d'abord une guerre civile épouvantable dont on parle très peu qui se déroule dans le Nord et rares sont les organisations humanitaires qui y ont accès, rares sont les observateurs qui peuvent aller voir ce qui s'y passe. Mais clairement, un des enjeux du conflit actuel, c'est la nature du régime éthiopien, de la République éthiopienne. Est-ce qu'elle doit être fondée, comme elle était jusqu'à présent, sur ce que les Éthiopiens appellent les nationalités, ou bien est-ce que l'Éthiopie doit être un État unitaire? Et le risque est fort que la préparation et le déroulement de ces élections donnent lieu à des affrontements sanglants.
j'espère me tromper, mais la dimension communautaire, je prends ce terme volontairement le plus vague, le plus large possible, risque de continuer à jouer un rôle important dans les élections. On l'avait vu avant, maintenant ça a été moins le cas, mais ça avait été le cas en Côte d'Ivoire lorsque Ouattara était considéré comme venant du Nord et donc au fond une sorte d'halogène. Donc cette dimension reste sous-jacente dans un certain nombre d'États. Et puis le dernier phénomène sur lequel je voudrais revenir, c'est un peu une tarte à la crème, on en a beaucoup parlé, c'est les nombreuses manipulations ou réformes constitutionnelles auxquelles se sont livrés les chefs d'État sortants pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire d'un côté, on met fin à la limitation du nombre de mandats, et d'autre part, on affirme qu'on remet les pendules à zéro. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Il y en a qui ont fait les deux, donc ça permet de repartir dans un contexte entièrement neuf, et le président sortant pourra, même si on maintient une certaine limitation, pourra se présenter autant de fois qu'il le voudra. Et donc ça permet, ce qui est quand même une manipulation constitutionnelle, permet à des gens qui ne sont plus, comme tu l'as dit Pierre, de la première jeunesse, de se maintenir au pouvoir. Et du coup, cela favorise le non-renouvellement de la classe politique, mais je dirais non seulement parmi ceux qui sont au pouvoir, mais également dans l'opposition. On disait un mot de l'Ouganda tout à l'heure, le phénomène Bobi Wine, c'est quelque chose d'assez nouveau. Bobi Wine a, je ne sais plus quel âge il a, 35 ou 36 ans, enfin il est tout jeune, mais les opposants tout jeunes qui osent défier le pouvoir en place et avec des chances raisonnables de succès sont extrêmement rares. Je reprends le cas de la Guinée ou de la Côte d'Ivoire. En Guinée, on a eu de nouveau le duel entre Alpha Condé et Solo Diallo Ndalo. Je les aime bien, je les ai rencontrés tous les deux, enfin quand même, toujours les mêmes. En Côte d'Ivoire, le principal opposant à Ouattara, c'est Konan Bédié. Bédié, quand même, il a déjà été président, alors je sais plus quel âge il a, mais il doit avoir dans les 80 ans aussi. Est-ce qu'on ne peut pas quand même essayer de trouver quelque chose, des gens un petit peu plus jeunes? C'est la carte sur laquelle essaye de jouer Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, il a aussi les caractéristiques qu'on lui connaît. Je ne suis pas sûr qu'on puisse lui faire une confiance totale. Mais il y a un non-renouvellement de la classe politique qui explique peut-être aussi, là je ne suis pas expert comme toi Pierre, mais qui explique peut-être aussi une certaine désaffection des jeunes pour les élections, parce que les jeunes au fond ne s'y reconnaissent plus. Il manque un Barack Obama dans la classe politique africaine, et notamment parmi les opposants. Je pense Obama parce que je suis en train de lire ses mémoires. Et là, y compris dans les mouvements d'opposition, on n'a pas ce renouvellement qui pourrait être utile. Alors du coup, les jeunes, ils se retrouvent dans des mouvements associatifs. On a vu le rôle qu'avait joué le mouvement Y en a marre au Sénégal, on a vu le rôle qu'avait pu jouer le ballet citoyen au Burkina Faso, mais j'ai le sentiment, mais corrigez-moi si je ne sottise, que les jeunes peuvent se reconnaître davantage dans ce genre de mouvement que dans des partis politiques qui continuent pour la plus grande part à être sous la férule de vieux classiques. Donc, il y aurait un besoin de renouvellement du personnel politique, mais évidemment, compte tenu de toutes les contraintes que tu as énoncées, Pierre, et notamment des avantages qui sont liés aux fonctions politiques, ce renouvellement, pour l'instant, apparaît relativement peu probable. Je m'arrêterai là, merci. D'accord, merci beaucoup, Stéphane. J'aurais Mustapha, si tu veux. Oui. Je vous entends. Déjà, bonjour à vous tous, et désolé par rapport à la caméra. Donc, je pense que Pierre et Stéphane ont pratiquement tout dit, en fait. Donc, moi, j'ai juste en ajouter un truc. C'est par rapport à le cas de mon pays. Donc, je pense que là, on apparaît un nouvel acteur qui s'appelle la société civile, mine de rien. Parce que au Mali, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mauvaise gouvernance. Donc, le régime en question faisait du n'importe quoi, on va dire. Il y avait du népotisme et tout ce qui va avec. Il y avait un clan familial qui s'est installé. Donc,
cela quand même a poussé à la fin du régime. Donc, il y a le nouvel acteur qui apparaît et la société civile. Donc, on va dire que ce nouvel acteur dont on voit également émerger peut-être l'année prochaine au Gabon, parce que c'est pratiquement le même cas qui se refaire en fait. Donc, c'est tout ce que j'ai à ajouter, quoi. Je pense que tout a été dit par Stéphane. Et puis... D'accord. Merci Moustapha. Justement, par rapport à là, et Moustapha et Stéphane l'avaient mentionné, le rôle de la société civile. Je pense que c'est vraiment un élément fondamental pour l'avenir, parce que, enfin, tu as cité évidemment le ballet citoyen au Burkina, il y en a marre au Sénégal, il y a la Lucha en RDC. Est-ce que justement ce qui n'est pas une dépolitisation justement des jeunes, c'est une forme de politisation, et ça c'est positif. Est-ce que ça remet pas en cause le modèle de la démocratie électorale que tu mentionnais à juste titre, Pierre, qui est un peu, on a l'impression qu'il arrive à la fin d'un cycle, en tous les cas, qui fait preuve d'essoufflement. Donc, le rôle de la société civile. Et deuxième question que j'aimerais dans ce moment, c'est quels processus internes, historiques, sociaux, etc., peuvent expliquer les différences entre, parce qu'on connaît depuis tout le temps le Tchad, la Guinée, etc., et la différence avec le Mali, le Ghana, le Cap-Vert. Est-ce qu'il y aurait des éléments peuvent expliquer ces différences historiques, parce qu'ils sont inscrites maintenant dans le temps? Écoute, je suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes tes questions. Je voudrais tenter de le faire, et en disant d'abord que ce qu'a dit Stéphane conforte notre analyse, et je trouve très très important ce qu'il a pu dire sur les trois tendances qu'il observe, mais également ce que vient de dire Moustapha sur le rôle de la société civile. Juste deux, trois petits commentaires. Si on voulait essayer de symboliser ce processus d'essoufflement, de fatigue de la démocratie électorale, je crois qu'il faudrait, et Stéphane nous y invitait, à regarder la situation du Bénin, dont je rappelle qu'il avait été moteur dans les processus électoraux dès l'année 1990, et également avec des possibilités d'alternance dans ce pays qu'on appelait à l'époque le quartier latin africain. Et aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on a pu constater qu'il y avait eu une absence d'opposition lors des processus électoraux les plus récents, est un signe de gravité extrême. La plupart des processus, on n'est pas rentré dans les cuisines électorales, mais ça a été démontré dans l'essai que nous avons fait. La plupart des processus électoraux n'obéissent pas aux critères minimums en matière d'organisation transparente. Les commissions électorales ne sont pas représentatives. Les modalités de l'élection le jour du vote ne garantissent pas une parfaite transparence. Vous pouvez noter qu'il est extrêmement fréquent de couper Internet avant, pendant et juste après les élections. C'est classique. Hein. Et vous allez voir, à Brazzaville, ça va être de nouveau le cas. C'est un phénomène typique et qui est quand même un indicateur d'une absence de respect des règles du jeu. Je dirais aussi que beaucoup d'élections sont l'occasion de règlement de comptes. On règle des comptes. Alors, c'est pas nécessairement au plan national, mais ça peut être au plan local. Et c'est extrêmement fréquent que les élections législatives ou les élections municipales, en quelque sorte, cristallisent ce que Stéphane évoquait en termes de tensions communautaires, pour pas parler de tensions ethniques, cristallise ces tensions communautaires. Moi, j'étais observateur au Kenya. Dans les provinces kenyanes, c'était l'occasion d'une rare violence de régler des comptes qui relèvent du foncier, qui n'ont rien à voir avec le poste à décrocher, mais c'est l'occasion de redélimiter le foncier tel qu'il avait été laissé par les Britanniques entre les communautés Kikuyu, Kalenjin, etc. Et donc il y a alors pour répondre un peu à ta question, Guillaume, c'est qu'il y a des situations, Alexandre, c'est qu'il y a des situations où on surajoute on ajoute l'élection à une situation sociale qui est loin d'être stabilisée, loin d'être sécurisée.
Et quand tu évoques le bon élève du Cap-Vert ou de Maurice ou du Ghana, il y a des situations qui ont été stabilisées par le jeu politique antérieur. C'était également le cas du Sénégal, qui est probablement un bon élève. Et là, les tensions intercommunautaires, les tensions sociales, les questions foncières ont été résolues par le dispositif politique antérieur. Et on peut mettre en place un dispositif électoral qui garantisse la sécurité, qui garantisse la transparence, qui garantisse le bon fonctionnement de l'électoral. Et quand ce n'est pas le cas, c'est bien évidemment la situation qui prévaut dans la plupart des pays sahéliens qui nous intéressent. C'est le cas du Niger ou du Burkina Faso, où il y a une situation d'insécurité, ou au Tchad, et bien évidemment en Centrafrique. Lorsque le terreau n'est pas sécurisé, évidemment l'élection vient exacerber en quelque sorte le phénomène plutôt que le réduire. J'ai retrouvé la phrase des évêques du Congo, là, si vous le permettez, elle est très très forte. Les évêques du Congo, le 2 février, donc c'était il y a 2 jours, ont fait part de ce qu'ils qualifient eux-mêmes de sérieuses réserves sur le scrutin prévu le 21 mars. Notre peuple, écrivent-ils, est fatigué, le mot fatigué que j'utilisais, de ces élections qui fragilisent la cohésion sociale et entachent l'image de notre pays à l'étranger. Les Congolais ont peur. Donc, 1 mois et demi avant les élections, les Congolais ont peur. Il y en a qui se préparent. Il faudrait déjà aller dans son village natal pour être tranquille. Il y a cette peur-là. On craint que la paix ne soit pas là, ce que nous désirons le plus. Donc c'est quand même incroyable, 60 ans après l'indépendance de ce pays, d'en être à cette situation où on a l'impression de se retrouver à l'année 1997 et au conflit Bissouba-Sassou Nguesso avec la violence que vous savez. Donc l'élection n'a pas résolu ce problème dans un pays où les causes premières de la violence persistent. Voilà ce que je voulais rajouter à l'excellente intervention de mes deux collègues. Stéphane. Je voudrais rebondir en revenant sur 2 points. L'un, c'est le rôle éventuel, je mets beaucoup de prudence là-dedans, que peuvent jouer les institutions religieuses dans la gestion et l'apaisement des conflits. L'autre, c'est la société civile. Pierre a parlé du communiqué de la déclaration des évêques du Congo. Je trouve intéressant de voir que dans certains cas, et ça me paraît une tendance relativement récente, les institutions religieuses peuvent jouer un rôle d'apaisement important. Je vais prendre quelques exemples. Au moment de la crise en Côte d'Ivoire 2010-2011, donc l'affrontement entre Gbagbo et Ouattara, où le pays était coupé en deux. Il y a eu des affrontements assez sévères, notamment dans l'Ouest, notamment dans la région de Boaké. Et je me rappelle que, alors j'ai oublié leur nom, mais il y avait une espèce de comité tripartite créé par un évêque local, un pasteur et un imam, qui avaient beaucoup œuvré pour la fin des violences. La même chose s'est produite en République centrafricaine aussi, où l'archevêque de Bangui, là aussi un leader et puis un imam musulman, ont uni leurs efforts pour appeler à la cessation des combats, notamment entre communautés plus ou moins religieuses, parce qu'il faut voir exactement ce que ça peut avoir de religieux. Là, c'est les cas où les anti-Balaka. Alors je dis ça avec encore plus de prudence, je me demande quel pourra être in fine le rôle de Mahmoud Dicko au Mali. Bon, c'est un personnage très complexe qui peut peut-être jouer un rôle d'apaisement, mais c'est aussi lui qui a fait s'aborder la réforme du Code de la famille qui avait été lancée par le président ATT. Donc je dis ça avec une prudence particulière. Mais je crois quand même qu'on a là une tendance qui est assez intéressante. Il faudra voir comment qu'elle se développe, mais il n'est pas exclu que les acteurs religieux puissent contribuer à une décrispation des rapports, et notamment entre communautés. Un mot aussi sur la société civile. Je pense que maintenant, on en prend de plus en plus conscience, mais l'appui de la communauté internationale à la société civile a été jusqu'à présent et reste encore insuffisant. Alors évidemment, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus
que les organisations de la société civile apparaissent comme des émanations de des pays de la communauté internationale, voire comme des agents de puissances étrangères. Donc, il faut quand même y aller prudemment. Il y a quand même des actions de soutien, des programmes qui sont utiles, qui marchent bien. Il y avait dans le temps le FSP, maintenant il a un nouveau nom, le PIXA, ou je ne sais plus très bien, peu importe, qui consiste à aider des organisations de la société civile, notamment celles qui ont un rôle structurant dans le pays concerné. J'ai eu l'occasion aussi d'animer un groupe sur un programme de l'AFB qui s'appelle les programmes concertés pluriacteurs, qui consiste à aider les ONG du Nord et du Sud à agir ensemble, à joindre leurs efforts pour susciter et favoriser les actions des ONG du Sud. Ça s'est fait dans plusieurs pays, ce sont les programmes en pilote, jusqu'à présent uniquement en Afrique, mais il est possible que ce soit étendu à l'Amérique latine. Donc là aussi, il y a des pistes intéressantes. Je pense que c'est très bien d'aider les États, bien sûr, mais que, d'une façon générale, l'aide de la communauté internationale doit davantage porter sur la société civile, et puis, puisque j'ai la parole, j'en dis un mot aussi, également sur l'entreprise. Il y a une chose que je trouve intéressante. Pierre a dit à juste titre que les jeunes africains ont tendance à se détourner un peu des élections parce qu'ils éprouvent un certain scepticisme sur les possibilités de renouvellement. En même temps, on constate, et ça, notamment Jean-Michel Semerino le montre bien dans son dernier livre, Entreprenant Afrique, que l'esprit entrepreneurial est très développé en Afrique, notamment chez les jeunes Africains. Et il est plus fort chez les jeunes Africains que, mettons, chez les jeunes Européens. Et là aussi, je pense qu'il y a une piste. Créer de la richesse à l'échelon local, c'est aussi une façon d'améliorer le bien-être des sociétés, et du coup, peut-être que ça peut avoir des effets sur le fonctionnement de la vie politique. Enfin là, on en est loin, et je m'éloigne un petit peu du sujet. Merci Stéphane. Moustapha, en plus on citait Mahmoud Dicko, je mentionnais que tu étais donc d'où oui, vas-y. On évoquait Mahmoud Dicko. En fait, Mahmoud a une stratégie assez ambiguë, on va dire. Je vous explique. En 2013, il y a eu un deal entre IBK et les acteurs religieux, notamment Mahmoud Dicko et le cheikh du Nioro. Le deal était très simple. Les religieux devaient soutenir le président. En contrepartie, ils devaient créer plus ou moins un État islamique, d'où la création d'un ministère dédié à la religion. Ça s'appelait le ministère des cultes. Il y avait également la création d'une mission de bon office qui était alliée à Mahmoud Dicko. Le shérif avait également bénéficié de quelques exonérations. Donc, au fil du temps, on s'est rendu compte que les religieux ont pris gros pouvoir, en fait. Donc, mine de rien, au Mali, on s'est rendu compte également que ces mêmes religieux drainaient plus de monde que les politiques. Les politiques n'étaient plus crédibles aux yeux de la population. Pour la simple raison que pendant plus de 20 ans, parce qu'on les appelle les acteurs de 90, pendant plus de 20 ans, ils étaient aux affaires. Donc, ils ont fait un bilan. La population malienne a dit que, sincèrement, voilà, ils ne servent à rien. Donc, Mahmoud Dicko a eu une certaine popularité. Donc, il en a profité après la chute d'IBK pour s'insérer sur la scène politique. D'où la création d'un mouvement qui s'appelle la CMAS, qui est une collaboration politique. Donc, il a commencé à tisser des relations avec la jeune. Et on s'est rendu compte également qu'il y a eu le même deal qui s'est passé en 2013. Mahmoud Dicko a réclamé la primature. Il a obtenu la primature. Il a nommé Mokhtar, la jeune, a trahi le 25 RFC, et ils ont mis un colonel à la retraite qui s'appelle Bandao. Sauf actuellement, si on fait une analyse politique, la situation malienne au Mali, on se rend compte qu'il y a un trio qui gouverne le Mali. On a Bandao, le colonel à la retraite, on a Goïta, l'ex-chef de la junte qui vient de Tissou, on a Mahmoud Dicko. Sauf que ces trois ont des agendas assez cachés. Mahmoud Dicko voulait avoir une influence sur la situation politique. Il a même essayé de canaliser les acteurs politiques avec la mise en place du CNT
Le CNT, c'est l'équivalent du Parlement. Donc, il a fait croire à la nation que ça ne sert à rien de mettre les acteurs politiques, mieux pour les mettre à l'écart et faire des réformes. L'objectif, c'était de renforcer son mouvement politique et voir éventuellement, soit il se présenterait en 2023, parce que de toute façon, là, tout pourra croire que la transition va aller au-delà de 14 mois, parce que Goïta et son staff ont déjà commencé à faire des pourparlers. Il y a à peine 2 semaines, Goïta a fait une tournée sur régionale. Il a été voir 4 présidents de la République, notamment Ford, Alpha Condé, le président Gagné, Catherine Giroudé, pour faire du lobbying afin qu'il puisse aller en 2023. Donc, pour vous dire à quel point que Mahmoud Dicko, au lieu d'améliorer la décrispation, on se rend compte que c'est lui-même le problème en fait. Donc, actuellement, on est confronté à ce problème parce qu'il y a une crise de leadership. On ne sait pas qui gouverne le Mali. Est-ce Mahmoud Dicko? Est-ce Bandao? Est-ce Goïta? Donc, la situation est assez compliquée. Et encore, je vais aller plus loin, il y a un sentiment anti-français. Je ne vais pas vous le cacher, c'est Mahmoud Dicko qui est derrière tout cela en fait. Donc, il a son mouvement religieux, il y a une partie de la société civile, donc chaque fois il donne un peu d'argent, il a une bonne connexion avec l'Arabie Saoudite, il a une bonne connexion avec le roi du Maroc, donc qui le finance également, et ils mettent on va dire, ces hommes dans la rue, donc pour attiser la haine en fait. Et au même moment, comme par hasard, après le coup d'État, le premier ambassadeur a été reçu par la jeune, fut l'ambassadeur de la Russie. Donc, il joue un double jeu en fait. Donc, voilà la situation du Mali. Donc, pour dire que les religieux ne sont pas assez nettes, comme les gens le pensent, quoi. D'accord. Merci Moustapha. Oui, Pierre. Oui, merci Moustapha. Sur le sentiment anti-français, je pense que ça pourrait mériter une discussion entre nous, hein, mais moi l'analyse que je fais, c'est que la France est largement le bouc émissaire dans des pays où un malaise profond existe, c'est le cas du Mali, et on assiste à une espèce de phénomène que j'appelle l'afro-victimisme, qui consiste à chercher ailleurs, et seulement ailleurs les causes de toutes ces difficultés internes. Mais c'est un autre sujet. Si on veut peut-être aller un peu plus loin en prolongeant ce que vient de dire Moustapha et ce que viennent de dire Moustapha et Stéphane, et ça pourrait être un sujet d'observation de l'observatoire, c'est ce phénomène de déplacement de la démocratie vers d'autres lieux que l'urne, que le bureau de vote en quelque sorte. Alors le mot société civile est du point de vue scientifique pas très utile puisque c'est un peu une catégorie fourre-tout, très facile, il y a de tout là-dedans sauf l'État, mais tout le reste on le met dans cette catégorie. Je pense qu'on pourrait avancer si on essaye d'identifier les acteurs porteurs du changement. C'est bien évidemment les jeunes, c'est bien évidemment les femmes, mais c'est aussi les organisations paysannes qui sont de plus en plus dynamiques et notamment dans la création de circuits courts au bénéfice des villes en croissance rapide. C'est aussi, comme l'a dit Stéphane, les PME, qu'elles soient sorties de l'informel ou qu'elles soient encore dans l'informel, c'est tout ce tissu d'entrepreneurs économiques extrêmement dynamiques dans un certain nombre de secteurs. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces différents acteurs cherchent des solutions concrètes là où l'État est défaillant. Alors, c'est dans les quartiers, l'assainissement, c'est la prise en charge des vulnérables. Dans l'entreprise, c'est la recherche de créneaux là où l'État est défaillant pour résoudre des problèmes de commerce, de problèmes d'approvisionnement en biens de première nécessité, etc. Donc, il y a une multitude d'acteurs. Alors, vous allez me dire, c'est pas nouveau. Mais ce que j'observe, c'est que la densité de ce tissu associatif et entrepreneurial est beaucoup plus importante qu'il ne l'a été autrefois. Et la crise actuelle, la crise pandémique, du fait des contraintes qu'elle impose en termes de mobilité, va probablement laisser s'épanouir beaucoup d'initiatives
intelligente venant de la base, en quelque sorte. Il faut ajouter un phénomène nouveau qui n'y avait pas autrefois, c'est l'existence des réseaux sociaux, au travers l'existence de moyens de communication extrêmement rapides qui suppriment la distanciation, l'effet voilà. Et c'est extrêmement impressionnant de voir le nombre, la multitude d'initiatives qui peuvent naître. Dans le même temps, d'autres acteurs, des acteurs traditionnels qui devaient jouer le rôle de la démocratique sont mis de côté. Il n'y a pas que l'élection qui connaît un phénomène de fatigue, mais c'est le cas des partis. L'adhésion aux partis est de plus en plus faible. Et donc, de plus en plus de jeunes et de femmes disent c'est pas par le truchement d'une adhésion à un parti que je vais renforcer la démocratie. Pas davantage les syndicats. Les syndicats ont pris un sérieux coup de vieux. Vous allez me dire, c'est pas seulement en Afrique, c'est un phénomène assez général. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est que, avec quels moyens, avec quels indicateurs il faut réfléchir, mais qu'on soit un lieu, en tout cas, où on ramasse de l'information et on en discute pour voir si c'est de nature à consolider une autre démocratie, une démocratie par le bas, formule qui peut être discutée, mais qui a peut-être un certain sens, une démocratie plus transversale, plus ancrée sur la proximité, sur la résolution de problèmes, voilà, et qui la capacité à résoudre les problèmes rend crédible, rend légitime un certain nombre de nouveaux acteurs parce qu'ils ont été en proximité des populations, capables de résoudre leurs problèmes ou d'être leur porte-voix, d'où ce que disait Stéphane à propos de l'Ouganda, avec Bobby Wine qui est porteur, et c'est intéressant de voir que les artistes, ceux qui viennent du monde artistique, en particulier du monde de la chanson et de la musique, ont un rôle, ils sont les porte-voix en quelque sorte, c'est tout à fait symptomatique. Donc, je pense que la fonction de l'Observatoire pourrait être, seul ou en alliance avec d'autres organisations, d'être en quelque sorte en veille sur cette évolution des processus qui sont extrêmement porteurs, très dynamiques et qui ont un aspect africain, je dirais, qui ne ressemble pas nécessairement à ce qui se passe en Europe, en tout cas, en Amérique latine, je ne sais pas, en Asie, je ne sais pas, mais en tout cas, qui ont une dimension et qui s'appuient sur des particularités africaines qui sont enracinées dans l'organisation communautaire africaine, dans ce qu'elle a de positif, bien évidemment. Du coup, on mentionnait les différents acteurs. Est-ce qu'on pourrait aussi, très rapidement, parce qu'on connaît un peu le rôle, mais le faible rôle des organisations régionales et continentales, STDAO, l'UA, et ça s'interroge du coup aussi sur l'intégration régionale. Quelques mots là-dessus, peut-être, Stéphane? Oui, c'est compliqué. Je crois que dans beaucoup de cas, ces organisations régionales ont su jouer un rôle positif, notamment en situation de crise aiguë. Je pense à deux exemples que j'ai vécu, que j'ai suivis personnellement. Le premier, c'est la Guinée après la mort de Lansana Conté, lorsque le pouvoir avait été pris par une junte militaire dirigée par le fameux capitaine Dadis Camara. Il y a eu malheureusement beaucoup de violence, mais là, la communauté internationale, notamment les organisations africaines, CEDEAO et Union africaine, ont joué un rôle extrêmement positif, en liaison d'ailleurs avec les autres acteurs de la communauté internationale et naturellement les acteurs de la société guinéenne. Je pense aussi à la crise ivoirienne de 2010-2011. Je suivais ça depuis Paris. J'ai eu le sentiment, nous avons eu le sentiment que le déclic, le tournant de la crise a été la décision prise par l'UEMOA de geler les avoirs des dirigeants de fait ivoiriens, c'est-à-dire du régime de Gbagbo. Et là, on s'est dit, il est fichu, il pourra pas rester au pouvoir. C'est effectivement ce qui s'est passé. Malheureusement, il y a eu des violences. Donc, il y a eu naturellement beaucoup d'autres cas où les organisations régionales jouent un rôle important. Est-ce que c'est suffisant? Non.
Notamment, je crois qu'il y a, mais là on verra si nos amis sont d'accord, je crois qu'il y a quand même une certaine retenue de la part de ces organisations vis-à-vis des dirigeants africains qu'elles ne veulent pas vexer. L'élection guinéenne n'a pas été un modèle de démocratie, mais je n'ai pas entendu de condamnation ni de l'UA ni de la CEDEAO de la façon dont les élections s'étaient passées en Guinée. Je n'entends pas non plus grand-chose sur les restrictions croissantes à la liberté d'expression au Bénin. On parlait des opposants tout à l'heure, mais c'est vrai également pour la presse. Le Bénin a perdu l'an dernier, je crois, 17 places dans le classement annuel de Reporters sans frontières. C'est pas un hasard. Je reviens à l'Éthiopie où il y a des violences épouvantables qui se déroulent, et là l'Union africaine est d'un silence total. Bon, c'est dû aussi à d'autres facteurs. Il va y avoir bientôt le sommet des chefs d'État africains, chefs d'État de gouvernement africains, et le renouvellement de la Commission. Donc je comprends que l'Union africaine soit prudente. Il y a quand même des limites. Alors évidemment, on pourra nous dire, vous, Européens, vous avez beau parler, mais quand il y a des violations des principes fondamentaux dans certains pays, dans les démocraties illibérales, comme on dit maintenant en Europe de l'Est, on peut pas dire non plus que les instances européennes soient extrêmement vocales. On les entend un petit peu, mais pas beaucoup. Donc peut-être que nous pourrions aussi balayer devant notre porte. Donc oui, pour répondre à ta question, Alexandre, oui, ces organisations régionales jouent un rôle, et je crois dans l'ensemble un rôle très utile. Dans l'idéal, ce rôle pourrait être naturellement plus étendu. Enfin, il faut composer avec la réalité. Pierre Moustapha, je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce sujet. Ouais. Moi, je pense que ces organisations jouent vraiment un rôle crucial, notamment la CEDEAO, parce qu'on a vu qu'à l'époque, en Gambie, il y était l'intervention de la CEDEAO, il y a Jammeh qui avait perdu les élections et qui est revenu sur sa position. Donc, elle s'est mise au pouvoir. Donc, grâce à la CEDEAO, on a vu que Barrow a trouvé les rênes du pouvoir. Et également, en 2012, au Mali, encore une fois, dans le pays. Donc, les militaires avaient fait un coup, ils avaient sous la Constitution, donc mutilé également la ténacité des acteurs de la CEDEAO, donc leur commission a été rétablie et le président de l'Assemblée a assuré l'intérim, donc on a pu organiser quand même des élections, mine de rien, avec la crise qui est en train de se faire au Mali, donc on sent que la CEDEAO joue vraiment un rôle très, très crucial. Donc je pense qu'on peut les accompagner. Voilà. Merci, Moustapha. Pierre. Une remarque en pensant à ce que vient de dire Stéphane. Il est évident que dans cette discussion, nous, en ce qui concerne, je pense, Stéphane et moi, on n'apporte pas de jugement de valeur sur la situation des pays africains. Il a évoqué les dysfonctionnements qui peuvent exister dans les pays, disons, d'Europe orientale, membres de l'Union européenne, en matière de respect des droits fondamentaux et voilà. On peut faire référence aussi à l'élection américaine et de la façon dont elle s'est passée et qui a amené beaucoup d'Africains qui avaient été traités de cons ou de je ne sais quoi par l'ancien président à regarder avec une certaine stupéfaction les dysfonctionnements du système de la démocratie électorale américaine, où on retrouve tous les ingrédients négatifs que j'ai évoqués tout à l'heure, en particulier la contestation des résultats par le sortant. Et dans ce système également, le gagnant prend tout, puisque c'est le principe du fonctionnement politique américain. Donc, il est hors de question pour nous de donner des leçons. J'insiste beaucoup là-dessus. On est dans une situation d'analyse et de force de proposition éventuellement, si nos analyses sont suffisamment étayées et fondées, mais certainement pas dans une situation de juge de ce qui peut se passer dans des continents, dans un continent que nous ne sommes pas sortis, en tout cas pour ce qui me concerne, et que je regarde même après 25 ans de présence sur le terrain en Afrique,
avec toujours autant comment dirais-je, d'amitié, mais d'étonnement, et convaincu que je ne comprends pas tout ce qui se passe sur le terrain dans ces réalités politiques. Voilà, donc la modestie est un mode d'observation que je pense que nous pouvons revendiquer, mais tout en gardant notre indépendance et notre envie de voir les choses s'améliorer au bénéfice des populations. Nous approchons de la fin de notre rencontre, et alors très rapidement, ce sera un peu une forme de conclusion, en faisant un peu de prospective. Comment vous voyez, même si c'est très difficile, ça arrive de votre émission, mais vu la situation, ce qu'on a évoqué, à court et moyen terme, comment vous voyez plutôt évoluer le ou les modèles politiques en Afrique, mais très rapidement pour un peu remettre les choses sur la table et qui pourraient faire l'objet de discussion. Moi, je pense qu'il faut déjà s'inscrire dans l'Afrique d'après. Je pense qu'on ne peut pas occulter l'ampleur des transformations opérées par la pandémie. Je pense à des pays évidemment comme l'Afrique du Sud, où la pandémie a pris des proportions extrêmement graves, dans un pays où il faut se souvenir qu'il y a déjà 9 millions de séropositifs. Dans d'autres pays où il y a des pandémies autres qui sont prévalentes et qui viennent se surajouter, même s'il y a des capacités de résistance qu'on a pu voir lors de la crise Ebola. Donc il faut déjà se mettre dans le monde d'après. En tout cas, moi je travaille beaucoup, là, je sors un livre sur la souveraineté alimentaire en Afrique, post-Covid. Et je pense qu'il est important de voir ce qui peut se passer au sein des populations. Je suis d'un naturel, non pas optimiste, parce que c'est pas une démarche scientifique, mais je suis d'un naturel qui m'amène à croire à la dynamique sociétale, notamment des différents acteurs de la base, comme ils ont pu le démontrer à différents moments. On a cité le Ballet citoyen, on a cité Y en a marre ou d'autres groupements qui se sont reconvertis en quelque sorte sur le terrain pour résoudre des problèmes de nature sociétale, des problèmes économiques. Et je crois que la résolution progressive de la pandémie, même si c'est long, même si ça va occuper toute l'année 2021, voire 2022, va permettre de voir émerger d'autres modalités du jeu politique qui laissera davantage une place à la jeunesse et aux femmes que ça n'est le cas aujourd'hui. Donc, encore une fois, je préconise à ce que nous soyons en position d'observateur de ces dynamiques sociétales profondes qui vont, à mon avis, être accélérées par la gestion de la pandémie. Merci. Stéphane? Tout à fait ce que vient de dire Pierre. Bon, moi aussi, je revendique un certain optimisme. Je fais comme Pierre, je sors aussi un bouquin, là, il vient de sortir il y a 2 jours. Alors, c'est pas simplement sur l'Afrique, c'est contre le déclinisme, que j'ai intitulé un peu pompeusement Apologie du futur. Ça sort chez Harmattan. Pierre a prononcé un mot qui me paraît très important, c'est celui des femmes. On n'en a pas parlé pendant cette discussion, ça mériterait une discussion à part entière. Je crois qu'on va voir de plus en plus les femmes émerger et prendre toute leur place dans la vie politique. Il y a eu déjà des exemples, il y a eu Johnson Sirleaf, il y a eu maintenant il y a Sahle-Work Zewde qui est présidente de la République éthiopienne, mais ça reste encore relativement limité. Mais on voit, je reviens à ce qu'on disait de l'entreprise, on voit de plus en plus de femmes chefs d'entreprise. Et je suis convaincu que cette montée en puissance va également caractériser la vie politique et que ce sera bénéfique pour les sociétés africaines qui sont encore des sociétés terriblement inégalitaires, voire patriarcales, au moins en surface. Ce qui se passe en dessous est parfois un petit peu différent. Et je pense que l'émergence des femmes dans la vie politique apportera aussi un grand bienfait au fonctionnement de la démocratie et des institutions. Mustapha, le dernier mot pour toi moi, je souhaiterais plutôt qu'il y ait une harmonisation des politiques, des économiques, politiques, des sanitaires, sur régional et même continental en fait.
Donc, pour faire face aux défis du moment et même à l'avenir, on va dire le Covid, l'immigration, mine de rien, on a une population qui est très très chute. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, merci. Bon, mes chers amis, voilà la fin de cette première rencontre électronique à distance. J'espère que il y en aura certainement d'autres, mais qu'on pourra se revoir de façon plus normale. Voilà, mais à bientôt et bonne continuation et prudence. Voilà. À bientôt. Et bien au revoir. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.